Je suis avec Louis Beaulieu, président directeur général de Innovaire Solutions. Vous vous rappellerez qu'il y a un an, en fait presque 18 mois, il y a eu une alliance stratégique avec une autre entreprise très bien connue, tout aussi québécoise, qui est la compagnie Stelpro. D'abord, bonjour, et puis Bonjour. pouvez-vous nous expliquer le passé récent, depuis un an, ce qui est arrivé, et puis peut-être même les racines qui vont permettre à tout le monde de comprendre comment vous êtes arrivé à cette alliance qui devient de plus en plus, en fait, une fusion? Exact. Essentiellement, c'est deux histoires entrepreneuriales entre deux familles qui ont parti pratiquement de zéro, des entreprises dans le chauffage électrique. Donc, la famille Beaulieu qui est la vôtre. Exact. Qui avait l'entreprise originale s'appelait Ouellet Canada. Ouais. La famille Chabot qui était derrière Stelpro. Oui. Les deux entreprises ont vécu des belles années de croissance. Et honnêtement, les deux entreprises allaient très bien. Séparément. Encore séparément. Ouais. Évidemment, deux compétiteurs féroces. On ne créait pas nécessairement toujours de la valeur dans cette création-là. On travaillait beaucoup à essayer d'imiter un peu ce que l'autre faisait sans nécessairement toujours innover. On savait que c'était un risque potentiel qu'une entreprise américaine ou un autre joueur vienne vous acheter ou acheter Stelpro, un des deux. Exact. Donc, quand on a commencé à parler d'un regroupement, je pense que c'est une idée qui plaisait énormément à Yves Chabot, de s'assurer que l'entreprise demeure québécoise, que les sites manufacturiers allaient être respectés, conservés. Je m'en souviens très bien, on parlait d'une alliance entre Stelpro et Innovaire Solutions. Si je vous suis bien, aujourd'hui, au niveau corporatif, on essaie de promouvoir surtout Innovaire Solutions. Est-ce que c'est parce que esthétiquement, le mot est peut-être plus universel? Quelles sont les motivations derrière? Oui, absolument. Le nom Innovaire Solutions est effectivement un nom qui s'exporte bien aux États-Unis et ailleurs dans le monde. On a des marques comme Stelpro qui sont très bien établies, Ouellet qui est très bien établie au Québec. On a aussi d'autres marques aux États-Unis comme Delta Therm, Warm Zone qui sont très, qui réussissent très bien et qu'on maintient. Chaque marque est un peu spécifique à son canal de distribution, à sa clientèle. Quand on apprend ça dans les écoles de management, une fusion, une alliance, on voudrait que 1 plus 1 n'égale pas 2, mais égale 3. On est au-delà de nos attentes. On n'a pas fait aucune mise à pied. Au contraire, on a fait des embauches depuis la transaction. On a été capable d'introduire des nouveaux produits dans les offres de produits respectives à travers les entreprises dans le groupe, mutualiser nos efforts de développement de produits, de mise en marché. Est-ce que ça veut dire que pour les centres de rénovation qui nous regardent, là, est-ce que ça veut dire que leur représentant des ventes ou leur gestionnaire de territoire peut maintenant présenter l'ensemble du portefeuille? Pour nos clients, ce que ça veut dire, c'est une offre de produits qui est plus large, qui va s'accélérer. Donc, vous allez voir des cycles de développement de produits plus courts, plus rapides. Puis, je pense, une réponse aux besoins de nos clients qui est plus agile. Est-ce que vous pouvez nous dire quels ont été aussi les obstacles que vous avez rencontrés jusqu'à maintenant? Bien, les obstacles, en réalité, quand on parle de deux entreprises, on parle de deux cultures. Oui. Effectivement, Stelpro et Ouellet, c'est deux entreprises qui se ressemblent énormément. Oui. Il y a une période de changement de façon de faire, d'apprentissage. C'est taxant pour une équipe de direction parce que chaque mouvement est questionné, analysé, expliqué. Puis si je posais la question aux autres membres de la famille Beaulieu, ils en pensent quoi? Puis je ne sais pas si le papa est toujours... ben oui, mais là, c'est sûr Est-ce qu'ils trouvent que vous grossissez trop vite? Mon père, c'est certain qu'il a toujours misé sur la qualité de vie. Ouais. Il trouve que ses garçons travaillent fort. Il trouve qu'ils ont de l'ambition. Mais en même temps, il est épaté par le chemin qu'on fait. Je dirais que c'est notre fan numéro 1. Il vérifie nos chiffres de vente à tous les jours. C'est vrai. Puis, il va dire, on a eu une bonne journée de facturation hier. Il parle toujours au « on », même si ça fait pas loin de 15 ans qu'il a vendu à ses garçons. C'est certain qu'une grosse transaction comme on a fait, il y a 18 mois, c'est venu chercher ces paradigmes. Ouais. Là, on est en train de démontrer que, on est capable, puis on est capable d'en faire un succès.
Monsieur Beaulieu, est-ce que vous avez toujours su que vous alliez travailler pour l'entreprise familiale? J'avais un cousin dans l'entreprise, j'avais un oncle dans l'entreprise, mon frère Martin était dans l'entreprise, mon père était dans l'entreprise quand je suis sorti de l'université. Moi, j'ai étudié en finance, donc quand je suis sorti de l'école, l'entreprise familiale était occupée. Ouais. J'avais jamais travaillé une journée dans l'entreprise familiale, j'avais 23 ans. Même pas comme job d'été? Jamais. OK. Donc moi, tous mes étés, de 12 à 23 ans, j'ai été producteur laitier. Donc, je travaillais sur la ferme laitière à un de mes frères, sur l'île d'Orléans. J'ai fait 10 ans en financement aux entreprises avec la Banque de Montréal. Oui. Pendant cette période-là, mon père a racheté mon oncle. Mon cousin a quitté l'entreprise. Mon père a éventuellement pris sa retraite. Oh. Donc là, mon frère s'est ramassé seul. Oui. Il dit, le timing serait bon pour que tu te joignes à l'entreprise familiale. Et là, ça fait combien de temps? Ça va faire déjà 16-17 ans. 16-17 ans. Ouais. Qu'est-ce que c'est l'ampleur de l'entreprise Innovair au complet aujourd'hui, en termes de nombre d'employés, en termes d'installation, de pays où vous êtes présent, peut-être de nombre de marques, puis si vous voulez, de profit, mais ça, vous n'êtes pas obligé de me les confier. Donc, on parle de 1200 employés. On parle de 17 sites à travers l'Amérique du Nord. Donc, un des plus importants, c'est où nous sommes présentement, à Saint-Bruno. On a une grande usine à Lillet, on a une autre assez grande usine à Sherbrooke, à Saint-Hubert. Vous avez une présence aussi aux États-Unis. Exact. Donc, on a plusieurs bureaux de vente. Salt Lake, Chicago. On a à Miami un centre de distribution également. Le marché américain, pour nous, ça a été un beau vecteur de croissance à travers les dernières années. On a un site manufacturier au Mexique aussi pour certains items dont la compétition est vraiment, vraiment forte. Puis il y a certains composants que vous faites faire en Chine aussi? Tout à fait. Là, il y a énormément... Je dirais la chaîne d'approvisionnement, elle est mondiale. On a des matières premières qui peuvent venir d'Europe, Europe de l'Est. On a même été impacté lorsque la guerre en Ukraine a commencé. Est-ce que votre passé académique et puis professionnel dans le monde de la finance et de l'aide aux entreprises a été déterminant? Évidemment, 2 entreprises en santé qui réussissent bien. Ça part bien. C'est l'ancien banquier qui parle. Ouais. On prend 2 entreprises à succès, on les met ensemble. Ouais. Mais pour l'instant, on est hyper bien supporté. Est-ce que l'accès à la main-d'œuvre et puis le jeu de yo-yo que les gouvernements font avec les règles d'immigration, est-ce que ça vous pose des problèmes? Absolument. Bien, je dirais on a des travailleurs étrangers dans pas mal toutes nos usines au Québec, probablement dans les autres 10 % environ. On a un choc démographique aussi, les retraites des baby boomers. Les jeunes n'ont pas nécessairement comme ambition de travailler dans des usines. Oui, l'automatisation, c'est un moyen de pallier à ça, mais les travailleurs étrangers nous aident à soutenir notre croissance. On doit trouver des solutions pour nos clients, on doit continuer de fabriquer des produits à faible coût. Donc, nos usines en Chine, notre usine au Mexique, potentiellement d'autres sites à ouvrir éventuellement. Pour l'instant, on vit beaucoup de croissance dans des produits qui sont distribués, qui ne sont pas nécessairement fabriqués dans nos usines. Donc ça aussi, ça nous aide à pallier à certaines pénuries de main-d'œuvre. Sans vous amener à prendre position politique, mais on va entrer dans une année électorale au Québec. Est-ce que vous souhaitez que les différents partis se positionnent sur cette question de l'accès à la main-d'œuvre internationale pour le secteur manufacturier en particulier? C'est certain. Je comprends que souvent, on a les meilleures intentions avec ces nouveaux règlements, des nouvelles lois, des nouveaux formulaires à remplir. La réalité, c'est qu'on ne pense pas toujours nécessairement à la création de richesses pour les Québécois. On a des entrepreneurs au Québec capables de faire croître leurs entreprises, qui sont capables de nous faire rayonner à l'international. Je pense qu'il faut juste les laisser aller puis essayer de leur rendre la vie le plus facile possible. Là. Est-ce qu'il y a quand même, parmi ces règles, des normes qui vous ont amené à devenir un meilleur employeur puis une meilleure entreprise? Pensons juste à la loi sur l'équité salariale. Je veux dire, pour moi, c'est une évidence. Au niveau environnemental, nous, on s'inscrit dans la transition énergétique. On fabrique encore des fournaises au mazout et au gaz, mais c'est une infime portion de nos ventes. Le gros de nos ventes, c'est dans le chauffage électrique. Plus le gouvernement va donner des incitatifs aux gens pour faire des conversions du chauffage au mazout et au gaz vers l'électrique,
c'est du bonbon pour nous. On a dit qu'on parlerait aussi de croissance, non pas en termes de contraintes, mais de potentiel, celui de la domotique, je pense que vous aimez appeler le domaine de la maison intelligente. C'est assurément une tendance. L'intelligence des objets, dans le chauffage, il y a quelques joueurs qui ont sorti des thermostats intelligents avec un certain succès, mais on ne peut pas dire que c'était une grande révolution dans notre domaine. Moi, j'avais des grandes attentes lorsqu'on a commencé à parler de thermostats connectés il y a peut-être déjà une dizaine d'années. Et on vend encore beaucoup de thermostats où vous devez programmer avec des lunettes, pratiquement une loupe, puis essayer de comprendre un menu qui est très compliqué, alors qu'on vend des produits qui sont facilement programmables sur un téléphone. La transition du marché, elle est entamée, mais je dirais qu'on est au début de cette vague-là. Est-ce que les Québécois font partie des précurseurs ou c'est plutôt des suiveux? On est clairement en avance sur beaucoup de juridictions en Amérique du Nord. La vaste majorité de l'Amérique du Nord et beaucoup de juridictions vendent encore des thermostats à roulettes. Mais est-ce que l'entreprise fusionnée vous aide à réfléchir à tout ça avec la matière grise, là, un peu plus regroupée? Tout à fait. Puis vous en parlez d'avenir. Ça nous donne des moyens, ça nous donne aussi des partenaires avec qui travailler, des technologies qu'on n'avait pas toujours accès. Au final, on est un manufacturier. Un équipementier, exactement. On est là pour le confort. On ne sera jamais Amazon, on n'aura jamais un Alexa. Nos appareils font partie d'un écosystème qui s'assure le confort de la personne. Puis un exemple très banal, comment on s'assure qu'on vend des milliers de thermopompes au Québec, au Canada? Comment on s'assure qu'une thermopompe ne climatise pas et on a oublié le thermostat de la plainte électrique dans la même pièce qui, lui, est en train de chauffer? C'est du gaspillage. Il y a une demande pour ce type de solution-là, intégrée, facile d'utilisation, qui n'est pas un poids pour l'usager. On va avoir des grandes évolutions dans les 3, 4, 5, 10 prochaines années. Comment vous faites pour subir la concurrence asiatique et en particulier chinoise? Parce que, en fait, je vais poser la question, vous avez le droit de ne pas y répondre, mais est-ce que vos produits, vous arrivez à les offrir au marché des centres de rénovation à des prix compétitifs ou bien vous êtes obligé de dire on est beaucoup plus cher, mais on est fait ici? On fait face à une grande compétition dans notre secteur. Les produits asiatiques, c'est dans les grandes surfaces depuis à peu près 20 ans. Puis là, je vais prêcher pour ma paroisse. Côté sécurité, rencontre de normes, c'est un peu douteux. Et je crois que le consommateur québécois, canadien, est conscient de ça. Le voit aussi dans la construction des produits, l'emballage. C'est-à-dire, lorsqu'on regarde un appareil de chauffage dans un rayon de quincaillier au Québec, vous avez le produit entrée de gamme chinois qui est peut-être à 20 moins cher que notre produit d'entrée de gamme. Les gens regardent notre produit, regardent le produit asiatique. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Ça ne peut pas être de la qualité à long terme. Ils ont probablement raison. La durée de vie de cet appareil-là va probablement être de 5 ans. Le nôtre va probablement être de 15-20 ans. Donc, est-ce qu'un 15-20 d'écart vaut la peine, puis les gens choisissent nos produits systématiquement? Puis, dans des quincailliers où, des fois, ils ont une réputation parfois d'être vraiment à faible prix, puis nos produits vendent très, très bien. Alors aujourd'hui, vous êtes à la tête de l'entreprise. Est-ce que vous voyez là encore longtemps? Plusieurs années, Est-ce qu'il y a une relève en quelque part? Bien, regardez, moi j'ai beaucoup de plaisir à bâtir cette entreprise-là. Je suis hyper fier de l'entreprise, de ce qu'on a réussi à faire. Ce qu'on voit aussi, c'est un changement générationnel. C'est-à-dire? Bien, il y a beaucoup d'entrepreneurs et beaucoup d'entreprises à travers l'Amérique du Nord présentement avec des propriétaires dans la soixantaine, même des fois 70 ans, qui cherchent ou qui commencent à réfléchir post-pandémie là, à « OK, il faut que je pense à qu'est-ce que je vais faire avec mon entreprise ».
Donc, il y a beaucoup d'opportunités d'acquisition, de consolidation. Et donc, vous êtes en appétit. Oui, tout à fait. Pour les gens qui pensaient qu'une fois que la transaction allait être faite, on allait arrêter, la réponse c'est non. Bon. On a fait l'acquisition de Thermo 2000. Alors, il faut que je redonne la parole à votre père, qui, en quelque part, j'ai bien compris, vous reprochait de travailler trop, vous et votre frère. Est-ce que aujourd'hui, quand même, vous arrivez à un équilibre dans votre vie? J'ai des jeunes enfants. Je me donne une discipline d'être le plus présent possible avec eux. Au grand désarroi des gens des ressources humaines qui voudraient que je sois présent partout, tout le temps. Ouais. J'accepte d'être imparfait comme gestionnaire. J'accepte de pas toujours pouvoir dire oui. On n'a pas vraiment de vision de vendre cette entreprise-là. On a eu des belles offres pour acheter notre entreprise. On aurait eu amplement d'argent pour le reste de nos jours, mais le sentiment de fierté qu'un gars comme Yves Chabot a aujourd'hui, on ne l'aurait pas si on vend l'entreprise à des Américains. Monsieur Beaulieu, moi, je vous remercie. Vous avez été très généreux. À part que vous n'avez pas révélé les profits de l'entreprise, pour tout le reste, vous avez été transparent. Merci beaucoup, ça a été très apprécié. Merci.